Il s'agit de l'EMDR, un acronyme anglais qui signifie désensibilisation et retraitement par le mouvement des yeux. Cette méthode semble se distinguer des autres outils employés en psychothérapie par sa rapidité et son efficacité. Utilisée dans les cas de stress post-traumatique, elle est aujourd'hui étendue à d'autres types de traumatismes ou de troubles psychiques comme les abus, les phobies ou les dépressions par exemple. Cette méthode a été découverte fortuitement aux États-Unis en 1987. Dans un premier temps, elle a généré pas mal de méfiance et de scepticisme avant de séduire de nombreux thérapeutes. Un reportage de Françoise Ducret et Ventura Samara. Suivez ces doigts du regard. Auriez-vous imaginé que ce simple geste permette de retrouver votre équilibre émotionnel? Ça marche aussi avec des tapotements alternés sur les genoux. Fais ton petit papillon. Ça marche avec la technique dite du papillon. Idem avec des vibrations alternées dans les mains. Soufflez. Ou des sons alternés dans les oreilles. Alors au début, mon mari, il a bien rigolé. Il disait tout le temps, ouais, va faire ton blum blum blum. Voilà, c'est un scientifique. Et puis finalement, il a dû se rendre compte que ça marche. Ça continue régulièrement à me bluffer. Où je me dis, c'est déjà fini, c'est possible, on a déjà tout retraité, c'est quand même pas vrai. Alors je vais recontrôler pour être sûr qu'on a bien tout retraité. Et oui, apparemment, il n'y a pas de problème. L'EMDR permet de faire éclater en quelque sorte ces bulles préoccupantes, ces éléments qui marquent l'individu sans qu'il s'en rende compte. Des mouvements rapides, ils réactivent le matériel qui est enfoui, le matériel traumatique. On peut se poser la question si c'est bien de ressortir tout ça finalement, parce qu'après bien des séances, j'étais plus mal en sortant de la séance qu'en y entrant. Bienvenue dans le monde de l'EMDR. Cette thérapie est conduite selon un protocole très strict qui débute par une anamnèse fouillée. Le thérapeute doit au préalable connaître l'histoire de vie du patient pour savoir si la technique peut être proposée sans contre-indication. Ok, inspirez bien, ouvrez les yeux. Ensuite, le patient doit identifier le souvenir ou l'image qui lui fait le plus mal et qu'il veut traiter. Ouais, dans ma chambre à 12-13 ans, je sens que je ne peux pas faire confiance, je me sens seule. Ouh là là. Quelle est la phrase qui résonne en vous maintenant et qui dit quelque chose de désagréable ou négatif sur vous? Oui, je suis seule. Je suis seule. Quand vous êtes en contact avec l'image, la perturbation émotionnelle est à combien maintenant? Entre 0 et 10. 0, aucune peur, neutre. Et 10, perturbation émotionnelle maximum. 8, 9. Très bien, continuez avec ça. La phase de désensibilisation commence. Ces gestes apparemment anodins reconditionneraient le cerveau du patient. Ils seront répétés plusieurs fois au cours de la séance. Restez avec ça. Il est fréquent que des émotions difficiles surviennent, ou des images de la situation pénible, ou des pensées, ou des sensations physiques. C'est normal. C'est pas un processus agréable, mais malheureusement, en psychothérapie, on n'a pas d'anesthésie. Et puis on l'explique aux patients. Il faut passer à travers ça. Avec le soutien du thérapeute, la personne peut passer à travers ça, a tout à fait la possibilité de dire stop, c'est trop, j'ai besoin d'une pause. Et on a auparavant préparé des exercices de relaxation, de régulation des émotions pour pouvoir calmer le jeu et repartir. Les indications officiellement reconnues, c'est l'état de stress post-traumatique. On a aussi de bons résultats, également montrés par certaines études, avec les troubles paniques et agoraphobiques, les phobies, les dépressions, les problèmes d'estime de soi et relationnels. Ouais, c'est assez lugubre. Et je me sens seule, quoi. Je sens personne autour de moi et c'est assez lugubre, quoi. Dans les traumatisations complexes, c'est plus long et plus difficile parce que les choses sont complexes, mais l'expérience montre que ça va en général
plus vite quand même que d'autres formes de thérapie, entre guillemets, traditionnelles. Qu'est-ce qui vous vient quand on parle d'accident de papa, ok? Bah, moi en fait, j'étais pas au top parce que, quand il était là, mais il était toujours en chaise roulante, alors... Ok. Alors maintenant, tu peux prendre tes crayons et dessiner. Dessiner permet aux enfants de mieux visualiser ce qui les préoccupe. Il s'agit parfois de maltraitance et d'abus. Les causes peuvent être multiples. Souvent, il y a des problèmes scolaires, troubles de comportement, un accident quelconque où ils sont soit victimes, soit témoins, qui leur fait après des cauchemars, qu'ils n'arrivent pas à tenir à l'école après quelque chose qui est arrivé. Ou il y a aussi quand, dans la famille, il y a quelque chose qui arrive, ça c'est une cause très fréquente de demande de consultation. C'est quoi? C'est mon papa quand il est en chaise roulante et je suis contente de le voir quand on arrive. D'accord, ok. Alors, et qu'est-ce que tu sens? C'est que j'étais très contente qu'il soit là, mais en même temps, comme on n'était pas chez nous, c'était pas parfait. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça descende à 0? Qu'il puisse mettre un peu de poids sur les jambes. D'accord. Fais un petit papillon et tu laisses venir. C'est la technique dite du papillon qui est essentiellement utilisée chez les petits car le mouvement est très doux. Est-ce que les résultats que vous obtenez chez les enfants sont pratiquement identiques à ceux que vous obtenez chez l'adulte? Oui, tout à fait. Avec la petite différence qu'avec les enfants, c'est beaucoup plus rapide. En une de séances très bref, de 20 minutes, demi-heure, les enfants sont déposés leurs problèmes. À la fin du traitement, le thérapeute s'assure que la situation négative soit associée à une croyance positive. Encore bien. Encore bien. Ok. Et quand vous regardez cette image, la phrase « Je suis digne d'être aimé », vous restez avec ça? Très bien. Et soufflez bien. Est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement résistants à ce type d'approche? Bien sûr, il y en a. Ils sont assez rares, en fait. Ils sont vraiment très rares. Et personnellement, sur peut-être, je ne sais pas moi, peut-être 1 ou 2 personnes sur 100, je dirais, à qui ça convient pas. En 2010, 10 mois après avoir accouché d'une petite fille, Valérie Gendre ne voit plus d'un œil. Son médecin lui annonce une mauvaise nouvelle. Il m'a dit, vous avez une tumeur au cerveau et un anévrisme. Et là, vous devez aller directement à l'hôpital, on vous attend là-bas. Je dis, c'est juste pas possible, ça peut pas m'arriver, j'ai que 34 ans, j'ai un bébé de 10 mois, non, pas moi. Je suis assise dans ce taxi, je ferme la porte, j'ai toutes ces nouvelles autour de moi, cette grosse nouvelle qui me tombe dessus, je regarde ma fille, puis à ce moment-là, je me dis, oh, j'ai oublié de lui dire au revoir. Et puis je dis, mais si je la vois pas, si je meurs, et puis voilà, je me suis éloignée, et puis je me suis dit, mais tu as oublié de lui dire au revoir. Valérie arrive en taxi aux urgences où elle est immédiatement prise en charge. Vous allez vous faire opérer tout de suite, cette nuit d'urgence. Et puis on me dit, voilà, quels sont les risques de cette opération? Est-ce que vous avez des questions? Puis je dis, vous pouvez aller chercher un cercueil, parce que je vois pas comment je vais pouvoir m'en sortir avec cette grosse opération, une double opération au cerveau. Et là, de nouveau, je suis toute seule, je suis aux urgences. Cette image de mon bébé dans la poussette, j'arrive pas à enlever cette image de la tête. L'opération n'est finalement planifiée que 2 jours plus tard. Mais la veille de l'intervention, une nouvelle image traumatique va perturber Valérie. J'embrasse mon papa, j'embrasse ma maman, j'embrasse ma petite fille très 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 fort. Ils entrent dans l'ascenseur, les portes se ferment. Et finalement, c'est 2 mondes qui se séparent, et eux, ils partent, et puis les portes sont fermées devant mes yeux. Puis là, je me sens toute seule. Je me dis que peut-être c'était la dernière fois qu'ils me voyaient. C'est comme si un rideau se ferme sur une pièce de théâtre, et c'est fini. Malgré tous les dangers, l'opération se passe bien, et Valérie peut rentrer à la maison. Et c'est là que commencent les émotions qui vous envahissent, qui prennent possession de votre corps. Et là, vous avez une colère noire qui s'installe. Vous avez une colère contre tout le monde. Et puis les flashbacks de la mort qui ne vous lâchent pas. Ces flashbacks de la mort qui sont tout le temps là, tout le temps, nuit et jour. Des caractéristiques typiques d'un stress post-traumatique.
Valérie consulte alors un psychiatre qui lui propose de travailler avec l'EMDR sur les images qu'il obsède. D'abord, il y a les pleurs qui arrivent, il y a la colère qui arrive, et puis il y a ces sentiments de haine qui sortent de votre corps. Et vos yeux suivent les doigts de la thérapeute. Et puis finalement, vous vous rendez compte que ça va de mieux en mieux. Banlieue de Rome. Le neurophysiologiste Marco Pagani a voulu comprendre les effets de l'EMDR sur le cerveau. Et il y est parvenu. Il a conduit une étude sur 47 conducteurs de métro victimes de chocs post-traumatiques après avoir vu des gens se jeter sous leur rame. Il les a placés dans un appareil d'imagerie médicale fonctionnelle avant et après la thérapie par EMDR, tout en leur faisant écouter le récit de leur accident. Avant la thérapie, il a observé que leur cerveau semblait incapable de gérer les émotions provoquées par le souvenir traumatisant. Le lobe frontal n'exerçait plus une inhibition appropriée sur l'amygdale et l'hippocampe, lieu où se concentrent les émotions et la peur. Cela se manifestait par un afflux anormal de sang dans certaines zones du cerveau. Après les MDR, il a constaté que la zone cognitive du cerveau avait pris le contrôle sur la zone émotionnelle. Nous avons observé que suite à la thérapie, toutes les aires du cerveau qui étaient hyperactivées par le souvenir traumatique s'étaient normalisées. Et ce qui nous a frappé en particulier a été de voir la normalisation du flux sanguin dans le lobe occipital. C'est ce qui explique probablement la disparition des symptômes intrusifs des images traumatiques, des hallucinations ou des cauchemars nocturnes. Les images deviennent de plus en plus lointaines. Ça veut dire qu'on se concentre sur ce mouvement des doigts, donc les yeux balayent de gauche à droite. On arrive à se détacher de cette image petit à petit. Et c'est comme si moi je sortais de cette image, comme si je sortais de mon corps. Je me vois dans la voiture, par exemple, quand je pars aux urgences. Et là, je me vois de plus en plus petite, je me vois de l'extérieur cette fois, et plus dans moi, dans mon corps. À Rome, Marco Pagani a voulu aller plus loin dans ses recherches en mesurant en temps réel les effets de l'EMDR. Pour cela, il a utilisé l'électroencéphalogramme, qui permet de mesurer l'activité électrique des différentes zones du cerveau. Quelle est l'image qui vous perturbe le plus? Quelle est la pire? La pire image, c'est quand je me suis penché par la fenêtre et que j'ai vu mon grand-père se faire embarquer dans l'ambulance. Marco Pagani a suivi l'évolution des patients durant 8 séances. La partie la plus excitante pour nous a été de voir qu'au début de la thérapie, alors que le patient était encore traumatisé, il y avait une hyperactivation de la partie frontale chez tous les patients. Activation aussi de l'hippocampe et de l'amygdale. Pendant l'enregistrement de l'électroencéphalogramme lors de la 8e et dernière séance, et alors que le thérapeute nous avait assuré que le patient ne présentait plus de symptômes, nous avons remarqué que cette activation, pendant le moment où le thérapeute bougeait ses doigts, qu'il rappelait au patient son traumatisme, que cette activation ne se situait plus au niveau du lobe frontal, de l'hippocampe et de l'amygdale, mais qu'elle se déplaçait vers les régions arrière qui sont les aires de la cognition. C'est comme si on voyait en direct une guérison. Ce n'est donc pas une thérapie qui agit a posteriori ou une semaine après l'intervention du thérapeute. C'est quelque chose qui intervient en temps réel pendant la thérapie. C'est une caractéristique unique de l'EMDR. L'EMDR permet donc au cerveau d'aller mettre les expériences négatives dans le bon tiroir, celui qui ne fait plus mal, le tiroir de la cognition et non celui de l'émotion. Les recherches des scientifiques rejoignent ainsi le vécu des patients. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion maintenant? Par rapport à la situation, de l'anxiété et de la peur. Ok. Suivez ma main. Henri Daniel Kolb a perdu un fils de 27 ans dans un accident de voiture. La thérapie a eu le mérite de l'aider bien au-delà de ce drame.
Des séances régulières m'ont permis pas d'accepter, mais de vivre avec cet événement. La confiance que je pouvais donner à Mme Zimmermann, finalement, m'ont fait que j'ai pu me dévoiler sur d'autres problèmes qui me hantaient déjà depuis des décennies. J'ai subi un abus par un voisin quand j'étais tout petit. Ensuite, un accident malheureux avec ma maman qui s'était par inadvertance immolée avec de l'esprit de vin. Ensuite, j'ai été aussi confronté dans ma vie professionnelle à un hold-up avec prise d'otage. Généralement, quelqu'un qui vient, par exemple, pour un décès, il ne vient pas demander de l'aide et faire une thérapie globale. Mais si on travaille sur le deuil de cette personne, par exemple, souvent les événements traumatiques, ils réveillent un tas d'autres choses qui n'ont pas été résolues dans la vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour Philippe de Tribolet. Ce Neuchâtelois a été consulté Eva Zimmermann. Lui a perdu son fils dans un accident de montagne. Moi, en tant que père, je perdais mon fils. Et dans la relation psychothérapeutique, Eva, évidemment, il pose un peu des questions sur le vécu, sur le passé. Et c'est là qu'elle découvre que ma relation avec mon père avait été perturbée, traumatisée par un événement que j'avais vécu à 5 ans, où mon père, craignant que je mette le feu à la maison, m'avait brûlé les mains pour me montrer finalement la puissance du feu. Et cette association des deux pères, on va dire, c'est ce que j'avais vécu à 5 ans, puis ensuite ce que je vis avec mon propre fils plus tard, n'est pas passé inaperçu pour une thérapeute comme Eva Zimmermann. Et il s'agissait à un moment donné de retravailler ces éléments perturbateurs, et là, l'EMDR avait son sens. Si on vient effectivement pour un événement isolé, ça peut durer, je dirais, au plus rapide peut-être 3, 4, 5, 6 séances comme ça. Mais ça demande une personne très stable qui a vécu un événement dans sa vie et la vie continue de manière stable pour elle. Maintenant, des gens qui ont vécu des années de violence ou de traumatisme, c'est pas en 3 séances qu'on peut gérer ça. Ça peut durer des années aussi. Ouais, j'ai un sentiment d'être un peu cinglé, quoi. Ouais. Et où est-ce que vous ressentez cette perturbation dans votre corps maintenant? Dans la poitrine et puis jusqu'au bout des doigts. D'accord. Notez bien ça et suivez ma main. Suite à tous ces traumatismes, Henri-Daniel Kolb s'est créé des rituels de protection qui sont devenus des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs qui ont été atténués grâce à l'EMDR. C'est vieux tout ça, laissez aller. Il y en avait tellement. Toucher de la main gauche la personne qui vous quitte, ne jamais s'engager sur un passage clouté avec la jambe gauche. Ces tocs, finalement, me rassuraient. C'est un sentiment qui est difficile à décrire, mais vous êtes obligé de le faire parce que vous vous mettez dans la tête que si vous ne le faites pas, eh ben vous allez... il va arriver quelque chose. J'ai du beau pourpre dans les yeux. Parfait. Le pourpre a tourné au bleu, je ne sais pas pourquoi. D'accord, c'est parfait. On passe d'abord par des images, je dirais, difficiles. Il y avait une certaine violence derrière, etc. J'ai vu un arbre sur lequel on voyait des oiseaux qui chargeaient cet arbre. Pas un bel arbre. Et puis ces oiseaux arrivent dans une image étonnante, pour un EMDR, à partir. Et puis je me souviens d'une séance où on finit avec une immense plaine jaune, ocre, orange, calme, on se sent bien là-dedans, on finit par un horizon qui est soudainement blanc, donc vide, donc
plus d'images, plus d'éléments, je dirais, perturbants. Pourquoi un mouvement rapide des yeux permet une désensibilisation et un retraitement des émotions douloureuses? C'est une question à $1 million, comme on dit. Il existe diverses hypothèses. Celle qui me semble la plus plausible et qui a été confirmée par des études sur des animaux est le fait que la fréquence du mouvement des doigts utilisé par le thérapeute, la fréquence des tapotements ou des sons, cette fréquence est de 2 à 4 Hz, ce qui veut dire 2 à 4 mouvements par seconde. È una frequenza che va dai 2 ai 4 Hz, vuol dire dai 2 ai 4 movimenti al secondo. Questa frequenza ricorda. Cette fréquence rappelle exactement celle que le cerveau utilise pendant la nuit, pendant les phases du sommeil lent, et qui sert à encoder l'information qu'il juge importante. Che ritiene rilevante essere immagazzinata. Quindi Donc, le thérapeute, lorsque le patient est éveillé, fait des mouvements qui sont exactement synchrones, qui ont la même fréquence que ceux que le cerveau utilise pour enregistrer l'information la nuit. Di quelli che il corpo, il cervello utilizza per immagazzinare informazioni. Le résultat de l'EMDR pour moi, c'est que j'ai pu me débarrasser, je dirais à 90%, de mes tocs, de pouvoir vivre pleinement, beaucoup plus sereinement. Et puis avec, c'est vrai, un grand trou avec ce fils qui n'est plus là. Comme je le dis, on a le droit de pleurer, mais on a aussi le droit de vivre malgré tout. Est-ce que grâce à l'EMDR, vous avez pu pardonner à vos parents finalement tout ce qui s'est passé? Le pardon est un peu facile, je dirais, mais ça me prend moins de place dans la relation avec eux. C'est quelque chose qu'on dépasse, qui, justement parce qu'il y a de la place, parce que ces bulles sont sorties, on met de la place pour autre chose. Tout a l'air facile dans les MDR, mais attention, il s'agit d'une psychothérapie à part entière. La personne peut être submergée par un chaos émotionnel qu'elle n'arrive plus à gérer, d'où l'importance de la formation du thérapeute. Quelques années avant cette séance d'EMDR, cette patiente a failli mourir d'asphyxie pendant qu'elle accouchait. Elle pense s'étouffer, c'est ce qui s'était passé pendant l'accouchement. Donc elle n'a plus d'air et elle commence à vraiment revivre cet accouchement. Donc c'est clair que là, il faut savoir comment faire. Il faut surtout déjà pas avoir peur en tant que thérapeute et savoir quoi faire. Il faut savoir la guider à travers ce moment difficile. Je veux de l'air. Je veux plus respirer. Et c'est ce que je fais ici avec elle. Aujourd'hui, elle va assez bien, on peut dire. On n'a pas terminé la thérapie. Elle a encore des petites parties qui pensent qu'elle n'a pas vraiment survécu. Et inspirer, expirer. Même si la méthode paraît simple, il faut se méfier des pseudothérapeutes qui pourraient s'en emparer ou de toute personne qui ne serait pas spécifiquement formée à l'EMDR. Il ne s'agit que d'un outil, comme dans le cadre de n'importe quelle thérapie. L'important, c'est la qualité de celui qui l'emploie. Il existe en Suisse des psychiatres et des psychologues diplômés qui se sont formés spécialement à ce procédé.